Dans la partie 7, nous allons étudier les modules modifier propriété et get propriété. Alors ces modules se trouvent à cet endroit, new action, objet propriété, et nous avons ici les deux modules. Le module modifie propriété nous permet justement de changer les propriétés d'un acteur. Alors dans le cas présent, j'ai mis une caméra comme acteur. Alors j'ai créé la scène suivante. Ici j'ai mis une caméra acteur dans la scène qui vise sur le cube. Alors souvenez-vous, pour régler donc la caméra, eh bien on clique sur cet œil, on clique sur la caméra et voilà ce que la caméra voit. Donc là on peut régler la vue de la caméra. Maintenant je clique deux fois sur la caméra et j'ouvre les propriétés de cette caméra. Eh bien vous voyez que par défaut j'ai une focale de 90 degrés. Eh bien je vais changer justement ce paramètre. Si je vais dans les propriétés du module modifie propriété, eh bien vous voyez ici vous avez la possibilité donc de rajouter le nom de la variable que vous voulez modifier. Donc fauve angle, c'est le même nom qui se trouve ici dans les propriétés de cette caméra. Ensuite vous devez cocher cette case puisque vous voulez modifier cette propriété et là vous donnez une valeur par exemple de 70 alors que par défaut on a 90. Avec cette vue vous voyez mieux donc le nom de chaque ligne, propriété nom, modification de la propriété et la valeur. Maintenant vous pouvez rajouter une ligne de modification de propriété en cliquant par exemple sur cette croix verte et là à ce moment là vous voyez vous rajoutez une ligne de code et là vous pouvez changer par exemple le nom, changer la valeur d'une autre propriété. Pour supprimer cette ligne vous cliquez sur cette petite croix rouge pour supprimer donc cette ligne. Ensuite j'ai rajouté donc dans le programme le module get propriété. Alors ce module nous permet justement de vérifier que la variable qui se trouve donc dans ce module, donc dont le nom est ici, fauve angle, eh bien quelle valeur a cet angle, donc la cible étant bien sûr la caméra. Alors la valeur est en floating point, donc je transmets cette valeur dans une variable externe floating point et j'utilise un module log pour l'afficher à l'écran. Alors maintenant je peux faire un test. Alors vous voyez j'ai aussi rajouté un délai de 2 secondes. J'appuie donc sur la barre d'espace, changement d'angle de la caméra, fauve angle 70 degrés. Regardons cette nouvelle scène dont nous allons étudier donc la programmation. Alors là en premier j'ai une boule qui se trouve dans l'espace. Quand je tire sur cette boule, la boule réagit donc à la physique et à l'impact des balles. Ensuite, si je tire une nouvelle fois, la boule va s'envoler et tomber à un point bien précis. Ensuite, je peux de nouveau taper dans la boule et faire apparaître un jeu de lumière, vu que des spotlights sont rattachés à cette boule. Commençons par regarder les éléments qui constituent cette scène. Donc là, nous avons une balle. Cette balle se trouve à cet endroit dans le browser. Si vous cliquez deux fois sur cette balle, il va falloir que vous rajoutez, vous voyez sur cette balle une collision, car ici, si je clique sur Show collision, il n'y a aucune collision. Donc, je rajoute une collision sur cette sphère, donc une collision bien sûr du type sphère. Là, vous voyez la collision est présente. Maintenant, je peux sauver ce package en faisant ici bouton droit et save. Ensuite, je vais devoir convertir donc cette static mesh en un cas acteur. Alors cela, vous pouvez le faire grâce au bouton droit et vous allez chercher convert en un cas acteur. Alors là, c'est pas visible pour vous, mais c'est en bas de cette liste. Donc ensuite que vous avez créé ici un cas acteur, vous allez devoir rajouter un trigger dans la scène, donc un simple trigger classique, et des spotlights. Vous allez donc rajouter des spotlights. Alors attention, dans les caractéristiques du spotlight, c'est un spotlight donc movable que l'on peut donc déplacer, dynamique.
Alors ici, vous avez l'angle d'ouverture du spotlight, vous avez ici le rayon d'action du spotlight, vous avez ici l'intensité lumineuse, le brightness et la couleur du spotlight. Vous avez encore plus loin dans la scène, vous voyez ici un cube vert. Alors ce cube vert, si j'ouvre les propriétés, par exemple en appuyant sur la touche F4 du clavier, ce qui est un raccourci, eh bien là vous voyez que c'est un trigger volume. Alors petit rappel, pour créer donc un trigger volume, vous utilisez donc une primitive brush dont vous pouvez ici définir les dimensions. Ensuite, une fois que vous avez positionné votre trigger volume à l'endroit où vous voulez qu'il soit actif, vous allez le convertir, donc vous allez convertir cette brush en un trigger volume en utilisant cette icône ici, vous voyez sous volume, vous faites bouton droit et dans la liste vous allez choisir trigger volume. Au moment où vous désélectionnez donc cette brush en appuyant par exemple sur la touche B du clavier, vous voyez vous avez créé un nouveau trigger volume. Ensuite, vous ouvrez donc les propriétés du character. Vous développez donc cette partie du menu. Alors, première chose, ici, nous avons une propriété. Si c'est coché, ça veut dire que le character va réagir au projectile. Ensuite, si vous cliquez sur cette deuxième variable, eh bien, au moment du démarrage d'un jeu, eh bien, si le character se trouve dans l'espace, il va tomber au sol. Ensuite, là, vous pouvez définir la vélocité maximum. Donc, et éventuellement limiter la vélocité maximum. Donc ensuite, lorsque l'on va dans le Kismet, on voit ici donc toute la programmation que l'on doit réaliser pour effectuer cette action. À travers cette nouvelle programmation, nous allons découvrir des nouveaux modules et nous allons découvrir des astuces sur les triggers. Alors, concentrons-nous sur la première partie qui est l'initialisation du jeu. Alors ici, nous avons un premier module Players Panel que l'on connaît, donc c'est le module qui nous permet de faire entrer le joueur dans la map. Alors ne pas oublier que vous devez être ici dans Word Propriétés en mode UT Game. Important. Alors là, nous connaissons déjà ces modules. Donc le premier module, c'est l'inventaire, donc on choisit l'arme à cet endroit. Ici, on définit donc des munitions à l'infini. Et là, on a l'affichage du HUD qui n'est pas actif, donc on ne verra pas les informations à l'écran. Tout ça est relié sur le player 0, donc n'oubliez pas de décocher la case. Alors là, nous avons un module, donc Loaded Loaded, qui spécifie que la map est chargée et visible. Et à cet endroit, on a rajouté un nouveau module, qui est un module relatif à la physique des characters. Eh bien, si vous allez donc dans les propriétés de ce module, vous voyez que vous pouvez changer la physique du character. Alors ici, ou bien vous n'avez pas de physique, donc none, ou bien par exemple une physique walking, ça sera une physique de marche, ou bien une physique d'interpolation, donc comme les movers, donc ou comme les ascenseurs. Donc on va pouvoir déplacer l'objet suivant des conditions bien précises. Et vous avez ici aussi physique rigid body, ce qui veut dire que là, à ce moment-là, eh bien, le character va absolument réagir à la physique. Au moment où il va recevoir par exemple des impacts de balles, eh bien, la balle va se déplacer. Dans le cas présent, je me mets d'abord en physique interpolating, en premier. Donc, avec ce type de physique, eh bien, la balle, donc le character 3, va être positionné dans l'espace. Souvenez-vous, au moment où je lance le jeu, eh bien, la balle se trouve située à une certaine hauteur. Alors pour obtenir donc le caractère à cet endroit, eh bien, il suffit de le sélectionner dans la scène et ensuite de retourner dans le Kismet, bouton droit et choisir Nouvel objet, caractère 3. Maintenant, nous avons ici un caractère 3 Take Damage. Eh bien, vous voyez, au moment où je suis ici, je peux choisir encore différentes possibilités. Soit le caractère est touché, soit il est détruit, ou soit on a fait des dommages sur le caractère, c'est-à-dire qu'on a tiré dessus. Alors, quand je vais dans les propriétés donc de ce caractère, je peux ici définir donc le minimum de projectiles et
aussi, attention, le maximum trigger count, bien le mettre sur 0, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va tirer sur la balle, eh bien, on va avoir une information qui sort à cet endroit. Donc, lorsque la balle reçoit donc des projectiles, eh bien, à chaque fois, une information sort ici et va commander un switch qui va passer de la sortie 1 vers la sortie 2, vous voyez, et qui se boucle sur lui-même. Donc, le switch est bouclé sur lui-même. Et là, on a défini donc le nombre de sorties 2 et l'incrément qui est de 1. Alors, la première fois que la balle reçoit un premier projectile, on sera donc sur la sortie 1. Donc là, on va changer de nouveau la physique du caractère, c'est-à-dire que cette fois-ci, on le met en mode rigid body, ce qui permet justement que la balle puisse tomber au sol et réagir comme un objet physique. Donc, le caractère est en physique interpolation. Quand je tire un premier projectile, le caractère a la physique rigid body, donc la balle tombe au sol. Et là, je suis sur la sortie du switch, la sortie 1. Maintenant, au moment où je vais tirer un deuxième projectile, le switch va passer sur la sortie 2. Donc, avec le deuxième projectile, je suis sur la sortie 2 du switch. L'action va passer à travers une porte qui est par défaut ouverte puisqu'elle est sur vrai. Donc là, l'entrée va sur la sortie directement et passe dans le module setVelocity. Eh bien, c'est justement ce module qui va nous permettre de créer ce saut en avant que l'on voit. Donc, le caractère est relié à la cible du module setVelocity, puisque c'est sur le caractère qu'on veut changer sa vélocité. Et ici, on va donner la direction, donc avec une variable vecteur. Alors là, dans les propriétés, vous avez les valeurs qui sont données pour créer cette vélocité. Donc nous avons mis ici 500 en X et Z qui est en hauteur de 1000, ce qui fait que la balle va en avant tout en montant. Là, nous avons rajouté un module de téléportation. Donc, à quoi sert ce module? Eh bien, le target qui est un trigger, eh bien, le trigger va être téléporté sur la destination qui est le caractère. C'est ce qui nous permet justement de prendre un trigger qui se trouve à l'extérieur de la scène. Donc, souvenez-vous, le trigger est à cet endroit. Eh bien, on le téléporte donc sur le caractère et ensuite on l'attache au caractère grâce à ce module. Donc, ceci veut dire que le trigger sera attaché à la boule et donc va se déplacer aussi dans l'espace. Si vous voulez mieux comprendre donc cette action, vous allez dans les propriétés du trigger, vous changez l'échelle donc de l'icône du trigger et ensuite vous rendez visible cette icône dans le jeu. Alors essayons. On voit le trigger qui se trouve là. La balle tombe, le trigger est toujours là. Maintenant deuxième projectile, on voit que le trigger est attaché à la balle. Et là, nous avons rajouté donc un feedback entrée-sortie à travers un délai qui est extrêmement petit, vous voyez, avec cette durée. Alors, ceci est important pour que le trigger suive bien correctement le caractère. Donc là, à cet endroit, eh bien, on voit que les différents spots sont attachés avec le module Attach to Actor au caractère. Donc là, pas trop de commentaires, on comprend très bien ce qui se passe. Alors maintenant, intéressons-nous plutôt au trigger volume, ici, avec une astuce, vous allez voir, une certaine complexité qui est utilisée ici. Je vais d'abord vous montrer ici un trigger volume classique. Donc, vous sélectionnez le trigger volume dans la scène, vous retournez dans le Kismet, ensuite avec le bouton droit, vous faites New Event Trigger Volume touche. Donc vous obtenez ce module qui commande ici un play sound. Alors c'est quoi un play sound? Eh bien, c'est un module qui va émettre un son. Donc que vous trouvez ici dans les New Actions, play sound. Play sound. Donc dans les propriétés du play sound, vous voyez, vous avez ici le son qui est utilisé. Alors si vous cliquez sur cette petite loupe, vous pouvez retrouver ce son dans le browser.
Alors, revenons sur les propriétés du trigger volume. Alors ici, c'est important, car c'est pas le joueur qui déclenche donc l'action du trigger, c'est le K-actor. Alors il faut le définir dans la classe des proximités qui se trouve ici. Donc là, par défaut, normalement, ceci est donc, il n'y a absolument rien. Alors il faut créer une classe de déclenchement. Vous cliquez à cet endroit, vous tapez par exemple la lettre K au clavier pour faire apparaître K-actor et vous choisissez donc ce type. Alors là, normalement, par défaut, vous avez le pan. Donc vous appuyez par exemple sur la touche P du clavier pour trouver donc pan. À ce moment-là, donc ce serait le player qui déclencherait le trigger volume, mais là nous voulons que ce soit le K-actor. Alors on choisit K-actor en appuyant sur la touche K au clavier, K-actor. Là on pourrait mettre des classes qui sont ignorées par le trigger. Ensuite il faut faire aussi très attention, on doit décocher Player Only. On doit décocher cette case car ce n'est pas le player qui doit déclencher le trigger mais le K-actor. Alors ensuite eh bien, on a vu que ça fonctionne correctement. Donc je peux supprimer ces deux modules. Et maintenant je m'intéresse à ce type de trigger. Alors ici vous avez de nouveau un trigger volume, bien sûr. Mais ici vous avez la classe de proximité qui s'appelle trigger. Et on doit ignorer les pannes. Ensuite faire attention ici de bien désélectionner Player Only. Et là on rajoute ici un instigator à cet endroit qui est le trigger 0 et on doit le signaler dans le module en cochant cette case qui se trouve ici. Donc à ce moment-là, c'est plus le K-actor qui va déclencher le trigger volume, mais plutôt le trigger qui va passer dans le trigger volume. Alors ceci, bon bien sûr c'est la même chose que ce qu'on a vu précédemment, mais c'est pour vous montrer les possibilités donc de programmation des triggers. Donc ensuite je vais commander donc le playSound et le changement de l'arme. Je change l'arme du player. Ensuite en parallèle ici je vais dans un module get location et rotation, c'est-à-dire que je veux connaître la position justement de la balle, à quel endroit la balle a atterri. Eh bien la localisation de la balle est donnée par ce vecteur ici. J'ai ici un module getVectorComponent qui est un module mathématique comme on l'a déjà vu précédemment qui nous permet d'extraire d'un vecteur les coordonnées x, y, z que j'affiche ici donc dans ces trois modules x, y et z. Ensuite là vous voyez ce que je fais ici, c'est que je supprime la physique donc de la balle. Je mets donc comme physique interpolation. Ensuite, à la sortie de ce module, je rentre dans un module setActorLocation. Alors, souvenez-vous, on peut donc définir avec précision l'endroit où la balle va être positionnée. Donc là, vous avez les coordonnées x, y, z qui ont été repérées grâce à ces trois modules log x, y, z. Alors, pour que la balle, quand elle se trouve donc dans le trigger volume, de nouveau ne saute pas à travers donc cette partie de programmation, donc cette velocity, eh bien je vais fermer la porte pour que justement l'action ici ne soit plus transmise. Donc à ce moment-là, quand la balle arrive dans le trigger volume, eh bien ensuite on peut taper, donc on peut tirer dans la balle pour la faire avancer tranquillement. Alors pour se faire plaisir, on refait un test. Alors n'oubliez pas de mettre un maximum de commentaires dans vos programmes, cela facilitera la programmation si vous devez revenir à l'intérieur de ces programmes. Alors j'en profite ici pour vous montrer une astuce.
Si vous désirez par exemple changer les entrées et les sorties d'un module, eh bien il suffit de sélectionner donc l'entrée ou la sortie que vous voulez déplacer, touche CTRL et vous voyez vous déplacez donc les entrées ou les sorties d'un module facilement. Ceci peut être pratique pour mieux comprendre votre programme. Une chose qui est encore possible de faire pour alléger son programme, c'est de cacher donc toutes les entrées-sorties de chaque module qui ne sont pas utilisées. Alors pour cela, vous cliquez sur cette icône et vous voyez, vous avez supprimé donc toutes les entrées et sorties inutiles, ce qui peut encore alléger la lecture de votre programme. Voilà une scène très simple qui va nous permettre de mieux comprendre le module téléporte. Donc nous allons simplement téléporter le player à un autre endroit sur la map. Alors là vous voyez on a un player start, c'est là que démarre donc le player. Ici j'ai mis un tonneau ici et un tonneau à cet endroit pour faire des repères. Et là j'ai rajouté, vous voyez, un simple trigger avec ici un cercle de collision beaucoup plus grand. Et ensuite là j'ai rajouté un pass-node, donc un nœud, qui va nous permettre justement de faire le téléport depuis cet endroit à cet endroit. La programmation est extrêmement simple. Après l'initialisation du jeu, donc initialisation traditionnelle, eh bien j'ai rajouté ici, vous voyez, un trigger touche. Et à la sortie de ce trigger touche, j'ai mis le module téléport. Dans les propriétés de téléport, j'ai coché update rotation. Nous allons voir à quoi sert cette variable. Maintenant, comment fonctionne le téléport? Eh bien, qu'est-ce que je veux téléporter? Le player 0, à quelle destination? Sur le pass-node 0, tout simplement. Et là, le trigger touche. Donc le trigger touche fonctionne de cette façon. Nous avons ici la classe de proximité du type pan, qui déclenchera donc ce trigger. Ensuite, nous avons ici player only qui est coché et nous mettons ici le maximum trigger count à 0. Avant de lancer le test, je dois faire un calcul du pass-node, donc en cliquant sur cette icône. Et ensuite, je peux lancer donc la simulation. Alors, regardez bien, je me déplace comme ceci et je vais en direction du tonneau comme ceci. Eh bien, je suis téléporté, vous voyez, avec l'arme qui est dirigée sur le tonneau. Je décoche donc Update Rotation et je regarde ce qui se passe. Je refais le test. Et regardez bien ce qui se passe. La direction de l'arme reste la même au moment du téléportage. Donc cette variable nous permet donc de garder la direction de l'arme ou pas. Maintenant, encore petite astuce, regardez en vue de dessus et là vous allez constater ici que le pass-node qui se trouve là à cet endroit a une petite flèche qui indique la direction. Ceci sera la fin de la partie 7.